all Merci, Monsieur le honorable Président. member of parliament for Merci à tous les députés qui very ont pris la wide parole. and extremely important Leurs interventions question issue raised. sont aussi importantes que diversifiées. As I said at the beginning of my D'entre deux intervention, jeux, one of the interests of those je dis meetings que l'intérêt d'une is rencontre really telle to que share celle-ci est de partager the state of our union and see l'état how together we de can notre communauté et de voir see how to ensemble address those challenges. comment nous pouvons trouver des There are solutions aux progress made, difficultés. but we have to Effectivement, recognize that il y a des challenges progrès are still enregistrés, high and that we néanmoins have to les défis address them, and ne we sont can pas à only négliger. have a chance to Nous solve pouvons those ensemble résoudre challenges les if we work problèmes very closely lorsque nous together. travaillons en étroite Thank you collaboration. very much. Thank you to all of you for Merci donc à tout un chacun those many questions. Sometimes pour les comments interventions. on how maybe some issue can be Ces addressed. interventions ont parfois été I des will, questions, there were a lot d'autres of des questions covering commentaires, several des areas. solutions. I will try to give some answers. Je vais Many of essayer them d'aborder also will be les questions que vous discussed m'avez with posées specific pêle-mêle commissioners. et je laisserai Very d'autres questions specific technical qui questions seront that could abordées be par les commissaires, they could notamment go les into questions more d'ordre detail technique où with ces the- derniers with pourront the vous donner plus de commissioner. détails. So I'll try to take some of the questions globally by category. J'aborderai donc les Alors, il y avait un questions point par sur la catégorie. question plusieurs points été évoqués sur le conflit fermier, c'est-à-dire agriculteurs et éleveurs. Bon, comme je l'ai dit, je crois que on le sait tous, il y a toujours eu dans nos régions, avec les cycles climatiques, les saisons, il y a des mouvements qui se faisaient à une certaine période de l'année, et puis ça remontait, et ça ne posait pas de problème majeur. Et ça s'est fait pendant de longues années dans nos régions, dans la région CEDEAO. Donc, le problème a commencé à être difficile lorsque, avec les questions de désertification, avec les questions de difficultés donc d'avoir les pâturages, les déplacements ont commencé à entrer en conflit avec ceux qui étaient les agriculteurs. Donc un système traditionnel qui marchait bien, mais avec l'évolution donc de l'environnement physique, climatique et ainsi de suite, ça a commencé à poser des problèmes. Et donc ça a dégénéré. Et pendant de longues années, beaucoup de pays ont vécu ça. Ça a dégénéré et parfois ça a entraîné des conflits, parfois très violents, avec malheureusement des morts d'hommes. Donc c'est une situation aujourd'hui qui est réelle, il faut le reconnaître et voir comment on peut gérer ça. Alors, quand on est dans des périodes où il y a les saisons climatiques sont difficiles, ça augmente. Quand les situations climatiques se normalisent, ça baisse, mais il y a toujours ce risque potentiel. Et je crois que il y a eu beaucoup de réunions, que ce soit au niveau national, dans les différents pays affectés, il y a eu des réunions régionales pour essayer de régler ce problème. Malheureusement, il faut le dire, parce que ça également c'est un point important, on a eu tendance, quand les crises sont aiguës, on fait les réunions, on prend des décisions, quand ça se normalise, la mise en œuvre ne suit pas, on se dit bon, ça va mieux, tout va bien, jusqu'au jour où la crise revient, et puis on fait encore une réunion. Alors ça a donné un peu le sentiment que bon, on répétait les mêmes choses qui étaient déjà faites. C'est parce qu'effectivement, quand la situation se normalise, après une saison pluviométrique difficile, on passait à une bonne période de pluie qui était bonne, adéquate, la situation se normalisait. Les pâturages étaient disponibles, en abondance, et ainsi de suite. Et puis bon, on oubliait qu'il y avait ce risque potentiel qui pouvait éclater à tout moment. Donc aujourd'hui, les décisions qui ont été prises lors de la dernière réunion en avril ici à Abuja, quand on regarde dans le fond, beaucoup de ces mesures avaient déjà été annoncées, avaient déjà été évoquées déjà dans les réunions précédentes. Donc on a mis l'accent vraiment sur la mise en œuvre des décisions, sur le suivi de la mise en œuvre des décisions et surtout faire en sorte, autant que faire se peut, d'anticiper
et qu'on n'attende pas tous que la situation se dégrade avec des violences pour juste brusquement se réveiller. Donc je crois que sinon les solutions sont bien connues dans tous les ministères. D'ailleurs, quand on a fait la réunion ici, tous les pays qui sont intervenus, soit les ministres en charge de l'élevage, de l'agriculture, connaissent très très bien ce phénomène, savent ce qu'il faut faire. Mais dans la mise en œuvre, il faut le reconnaître, parfois il y a eu des difficultés. Donc c'est ensemble que vraiment on fasse en sorte qu'on mette en œuvre toutes les décisions qui ont été prises et qui sont vraiment dans le plan d'action qui a été arrêté. La question du code électoral unique, oui, on y pense. C'est vrai qu'on a noté dans certains pays, on a noté beaucoup de divergences dans les différents codes électoraux des différents pays. Même dans les systèmes, c'est très différent. Il y en a qui sont plus efficaces, il y en a qui sont un peu moins efficaces. C'est vrai que chaque pays a hérité une situation de par son histoire politique, son histoire sociopolitique. Et donc, ça a entraîné certaines modifications dans les dispositifs électoraux. Donc, il faut qu'effectivement, on travaille, mais ça va demander une très grande concertation. Mais je pense nous pensons qu'il y a un intérêt à aller peut-être pas vers une uniformisation, mais une harmonisation, c'est-à-dire des grands principes, des grandes lignes qui permettent quand même de se retrouver, parce que c'est vrai que chaque pays a une spécificité. Mais ce sont des réflexions que nous avons déjà engagées, parce que dans les pays où nous sommes passés, à l'évaluation du système, nous avons échangé avec certains pays sur peut-être la nécessité de revoir un peu le dispositif, le code électoral, pour aller dans le sens de ce qui se fait comme plus ou moins norme au niveau de la région. Donc c'est une réflexion qui va se poursuivre et je crois que ça va beaucoup aider à anticiper et à prévenir parfois certaines tensions qu'on a vues dans tel ou tel pays. La question alors c'est une question qui est revenue souvent, la question de l'harmonisation des diplômes, la question de l'harmonisation des curricula. Effectivement, c'est une de nos priorités. Nous pensons qu'il faut qu'on aille vers cette harmonisation. On ne peut pas parler d'un espace unique sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan du commerce, sur le plan financier, sur le plan de la monnaie, s'il ne peut pas y avoir une circulation entre les jeunes qui ont des diplômes d'un pays à un autre. Donc il faut des clés de passage, il faut des clés qui permettent à tel diplôme d'être reconnu dans tel autre pays. On a 3 grands systèmes dans notre région. On a le système anglophone, on a le système francophone et on a le système lusophone. Donc on doit pouvoir effectivement harmoniser et faire donc, ces clés de partage. Donc ça vraiment, c'est une des priorités au niveau donc, de la commission. Le commissaire en charge de l'éducation vraiment a ça comme activité numéro 1 dans son mandat, qu'on arrive à cette harmonisation. Donc, on est totalement ouvert s'il y a des suggestions pour essayer donc d'avancer de manière efficace là-dessus. On est tout à fait ouvert. Mais ce qui est important, c'est que vraiment on fasse des progrès et que les diplômes puissent être reconnus. Mais évidemment, ça nécessite, comme on a dit, une harmonisation au niveau des curricula parce qu'on a 3 systèmes différents. Au niveau du système des pays francophones, au niveau de l'UEMOA, il y a des avancées qui ont été faites dans le cadre de ce système. Ils vont maintenant vers le baccalauréat unique dans les différents pays. Mais nous devons regarder l'ensemble de la communauté avec les 3 systèmes conjointement et donc aller dans le sens de l'harmonisation. Tout ce qui est question concernant les chiffres, on va corriger. S'il y a des ajustements à faire, ce sont les derniers éléments, mais évidemment les chiffres changent. Donc pour ça, ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure qu'on a les mises à jour, les chiffres, on va les intégrer. La question, alors il y a la question du Togo qui est revenue, effectivement. Il faut dire que sur le Togo, la crise, vous savez, a démarré depuis août 2017. Il y a eu beaucoup de tensions, c'était assez violent, et il y a eu pratiquement 2 réunions des chefs d'État.
Et ce qu'il faut dire, c'est que la mise en œuvre de ce qui doit être fait est précisée dans la feuille de route du 31 juillet 2018 des chefs d'État. Ils ont dit clairement ce qu'il faut faire pour régler les problèmes au niveau du Togo. Ils ont dit qu'il y a deux grandes lignes de réforme. Première réforme, ce sont des réformes constitutionnelles. Et ils ont dit, les chefs d'État ont dit exactement ce qu'il faut faire dans les réformes constitutionnelles. Ça concerne essentiellement les questions qui sont liées au mode d'élection du président de la République, au mandat du président de la République. Et puis, il y a les réformes en matière donc, de la Cour constitutionnelle. Donc, deux grandes réformes en matière de réforme concernent la Constitution. Et puis, ils ont indiqué effectivement qu'il fallait aller aux élections. Ils ont même fixé la date au 20 décembre. Ils ont dit, voilà ce qu'il faut faire pour accompagner le processus électoral. Et il y a deux facilitateurs, comme vous le savez, que le sommet a désignés, le président de la Guinée et le président du Ghana. Ils ont demandé à la Commission d'accompagner les facilitateurs. Donc c'est ce que depuis 3 mois, pratiquement depuis 4 mois, nous faisons. D'ailleurs, s'il y a un pays que j'ai visité le plus, c'est vraiment le Togo. Je ne sais pas combien de voyages nous avons fait au Togo, justement, pour accompagner. On a été en discussion avec l'ensemble des partis au niveau du comité ministériel pendant de très longues périodes. Donc, ce qui doit être fait, la feuille de route, les actions à mener de manière précise, les accompagnements que la Commission a apportés en faisant venir des experts électoraux, des auditeurs, des observateurs électoraux, des experts pour la Constitution, tout ça, évidemment, ce sont des actions qui sont en cours. Les développements récents, malheureusement, après la réunion de Conakry, font que l'opposition a pris une position un peu donc de se mettre en réserve, mais les discussions continuent, les échanges se poursuivent, de voir un peu comment est-ce qu'on peut faire avancer le processus pour que vraiment on puisse sortir de cette situation. Il faut que le Togo sorte de cette crise, cette situation qui dure, qui fait qu'on est en période de tension et qui ralentit l'activité économique et donc qui crée aussi, donc surtout, qui impacte la sous-région, parce que les crises ne sont jamais uniquement circonscrites au pays, elles ont toujours un impact sur les autres. Donc il faut absolument qu'on puisse trouver une solution donc, définitive et durable à cette situation. Les facilitateurs, les deux présidents sont activement impliqués et nous, évidemment, au niveau de la Commission, nous continuons à les accompagner. Il y a effectivement les situations. Dans l'ensemble, quand même, il faut le dire, on a quelques pays, comme j'ai dit, qui ont des difficultés. On a accompagné le Mali dans les élections présidentielles et dans un contexte qui était difficile, parce que pour le Mali, ce n'est pas tellement la question des élections, mais c'était le contexte sécuritaire dans lequel les élections devaient se dérouler qui était le grand défi. Les élections se sont passées dans l'ensemble de manière, nous pensons, raisonnable. Et pas seulement nous, toutes les autres institutions, l'Union africaine et en particulier l'Union européenne qui ont aussi accompagné le processus. Depuis la fin des élections présidentielles, on a fait plusieurs missions justement pour aider à la décrispation suite aux élections présidentielles. On continue nos échanges. Alors, la question de la sécurité, je l'ai dit, c'est ça la particularité aujourd'hui au Mali qui fait que c'est un contexte un peu difficile. Ce que l'ensemble des partenaires disent, ce que la communauté dit, ce que tout le monde indique, c'est qu'on encourage les autorités maliennes à aller de l'avant dans la mise en œuvre de l'accord d'Alger, qui est aujourd'hui l'instrument pour pouvoir aider à aller dans le sens donc, de la normalisation de la situation. Donc, nous pensons qu'avec les élections maintenant qui sont terminées, les élections législatives ont été reportées, comme vous le savez, à l'année prochaine. Nous pensons qu'on va pouvoir avancer donc, dans cette situation. Ce n'est pas toujours facile, il faut le reconnaître. C'est pour ça que nous disons qu'il faut accompagner les autorités. On ne peut, bien entendu, comme vous le savez, jamais nous substituer aux autorités nationales. Ce qu'on fait, c'est vraiment les accompagner et d'être à leur côté dans le sens de la mise en œuvre des réformes
qui doivent être mises. Sur le soutien réciproque entre le Parlement et la Commission, nous sommes totalement d'accord. Chaque fois que... Ce qu'on essaie de voir, c'est qu'on se programme mieux, qu'on soit, nous, informés suffisamment à l'avance. Quand on est informé suffisamment à l'avance, on programme les réunions, parce que c'est important d'avoir cet échange. Parce que comme un des députés l'a dit tout à l'heure, vous êtes sur le terrain en permanence, représentant les populations. Donc c'est important qu'on ait cet échange pour mieux apprécier ce qui revient donc de la base. Il y a eu... Oui, il y a eu plusieurs questions sur la monnaie unique. Je vais peut-être globaliser et répondre à ça. Oui, ce qui a été dit, comme je l'ai dit, la date a été fixée à 2020. Mais la création de la monnaie unique, c'est un processus qui a démarré, vous le savez, depuis de longues années. Déjà depuis les années 90, début des années 2000, on a parlé de monnaie unique. Il y a eu plusieurs schémas qui ont été mis en place. Et dans ce processus, justement, tirant les leçons de ce qui a été fait dans le passé, les difficultés qui ont été observées, les chefs d'État ont dit, écoutez, on va aller par cercle concentrique, ceux qui sont prêts rentrent, et ça donne le temps aux autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas prêts, donc de se préparer pour rentrer. C'est un peu le modèle donc, qui a été fait en Union européenne, c'est vrai, quelqu'un l'a rappelé, l'Union européenne, au moment de la création de la monnaie unique en 1999, effectivement, c'est ceux qui étaient prêts ont commencé, et puis les autres sont venus après. Donc, je crois que c'est... Et quand on dit prêt, c'est par rapport aux critères. Par rapport aux critères, notamment les critères sur le déficit des finances publiques, les critères sur le taux d'inflation, les critères sur l'endettement public. Voilà un peu les principaux critères. C'est pour ça que nous avons quand même présenté l'état de cette convergence, pour que au moins vous soyez tous informés de la situation où il faut mettre vraiment l'accent. Et on a insisté sur le fait que la question des finances publiques, le déficit des finances publiques, qui reste le critère clé de référence, il y a du travail à faire. Donc, nous pensons qu'il faut que tous les pays travaillent en ce sens. Je crois que madame la députée du Cap-Vert a évoqué la question. J'étais récemment au Cap-Vert, j'ai eu des échanges avec le gouverneur de la Banque du Cap-Vert. On a beaucoup parlé donc, de toutes ces questions, donc, de la monnaie unique. Mais la feuille de route qui a été arrêtée par les chefs d'État pour aller progressivement vers cette monnaie unique avec toutes les actions qui doivent être mises en œuvre. J'ai noté, j'ai présenté un peu quelques-unes de ces éléments qui doivent être mis en œuvre, notamment le mécanisme d'harmonisation du régime de change, le mécanisme d'harmonisation du cadre de la politique monétaire, le modèle de banque centrale qu'il faut. Donc ces questions, évidemment, qui sont des questions très complexes, parce que nous avons autant de régimes différents que nous avons de monnaies. Imaginez-vous quand vous venez de Praia, vous arrivez à Dakar, il faut changer. Vous arrivez en Gambie, il faut changer de monnaie. Vous arrivez en Guinée-Bissau, il faut changer. Vous arrivez en Sierra Leone, il faut changer. Vous arrivez en Libéria, il faut changer. Bon, donc jusqu'à ce que vous arrivez à Abuja, imaginez un peu le nombre de fois que vous devez changer de monnaie. Donc il y a autant de régimes, il faut qu'on arrive à harmoniser donc, tout ça. Les questions de la migration, oui, effectivement, je crois que c'est important. C'est pour ça que je l'ai indiqué, la Commission a pris les devants. On est en train de finaliser un programme pour justement contribuer, pas à régler tout seul le problème. Beaucoup de pays font déjà beaucoup d'efforts au niveau national. On a vu le cas du Niger qui a été présenté. D'autres pays aussi ont pas mal d'actions. Après le rapatriement des personnes, comment les réinsérer dans le tissu socio-économique. Donc la Commission également apporte sa contribution à travers la mise en place de ce programme que nous sommes en train de finaliser et qui va être présenté et bientôt. Et déjà, comme je l'ai dit, dans le budget 2019, nous avons donc prévu quelque chose. Alors il y a un point sur les questions de financement.
notamment au niveau de l'ARA. Oui. Alors je voudrais indiquer que dans le cas de la crise alimentaire, parce que ça a été évoqué, le stock de sécurité alimentaire de la CEDEAO a été mis à contribution après la réunion des ministres de l'Agriculture. Et ce stock a permis d'intervenir dans certains pays, notamment le Niger, d'intervenir au Burkina Faso. Oui, dans ces deux pays, il y a eu des interventions pour justement aider les pays. Et ce qui a été demandé par les ministres de l'Agriculture lors de leur réunion de juin, c'est que ces stocks qui sont donc utilisés pour aider soient reconstitués justement parce que c'est un stock de sécurité. Et donc ça, c'est vraiment le cas. Mais ça me permet quand même d'indiquer quelque chose, un point qui est important. Je n'ai pas voulu insister là-dessus pendant notre présentation. Mais vous savez, on aurait pu peut-être même faire mieux dans les questions de sécurité alimentaire, notamment à travers les interventions au niveau de l'ARA. Mais une des difficultés que nous avons, c'est que, excusez-moi de le dire, mais les contributions, puisque la CEDEAO, la Commission, les institutions ne fonctionnent que sur le prélèvement communautaire. Mais beaucoup de pays ne payent pas. Beaucoup de pays sont en retard. Nous sommes en novembre. Au 30 octobre, nous n'avons toujours pas reçu 50% des ressources qui étaient prévues au budget. Malgré toutes les relances que nous avons auprès des pays, chaque fois que nous allons, nous insistons. Et ça affecte la mise en œuvre de nos programmes. Quand on arrête un budget, bon, monsieur le parlementaire, vous le savez mieux que nous, le budget il est équilibré en recettes et en dépenses. Si les recettes ne viennent pas, beaucoup de programmes sont affectés. Puisque nous n'avons pas on ne peut pas aller mobiliser des ressources sur le marché financier. On n'a pas cette capacité et cette autonomie. Donc vraiment, c'est pour vraiment demander aux parlementaires d'intervenir aussi auprès de vos gouvernements pour que les prélèvements communautaires se paient.